Pas trouvé. Humour noir. Un jour, on apprend au pays que le Joseph Bacqueriot vient de mettre fin à ses jours. Les pauvres hommes, l'âge, l'usure, la maladie, sans compter tout ce qui peut vous passer par la tête. On savait depuis longtemps que le Jouzet n'avait plus son jugement à lui. Bref, le malheureux s'est pendu. Jusque-là, rien de bien notable. Voici comment on dit les faits. N'ayant point tenu la chandelle, je vous rapporte l'histoire telle qu'elle me fut racontée. C'est le Désiré, l'aîné de Jouzet, qui a découvert le corps. Désiré est un grand garçon, mais qui n'a jamais pensé pour avoir inventé la poudre. Donc, Désiré aperçoit ce pauvre pendu qui porte la tête chute, l'endort, au beau mi-temps du hangar, à plus d'un mètre du sol. La ridelle d'un chat voisin a dû servir d'escabeau. Gracieux tableau, on s'en doute. Le nouvel arrivant en reçoit comme un coup. Il quitte la remise au galop, en luchant de tout son cornet.
Nadette! Eh, Nadette! Va vivement! Yo notre José qu'au sont pendus! Nadette, c'est Bernadette, la femme de Désiré. Elle non plus n'a jamais cassé 3 pattes à un canard. La voilà qui rapplique, se torchant les mains au tablier. Elle avance au seuil du hangar, lève les yeux, regarde tout. Je dis pas Dieu possible. Elle dit, laissant retomber son tablier pour se croiser les mains. Puis, plus avisée, tout de même, que se désirer, planter les bras ballants, comme un nigaud. Elle fait 3 pas vers le pendu, tâte un des poignets du José. L'autre déjà froid. Elle se signe, puis tournée vers l'autre, engourdie. Nous ne pouvons pourtant pas le laisser là au bout de sa course, pour cadet. Faut créer une échelle, Désiré. Désiré fait ce qu'on lui demande. Mais quand l'échelle est dressée, l'homme, avançant déjà son poing, armé d'on ne sait quelle tranchée... Ah, surtout pas. Vas-tu bien nous laisser ce couteau mal réveillé? Une corde quasiment toute neuve. Une corde que peut encore servir. Et pas aussi dingue qu'on racontait cette Nadette. La preuve encore, c'est elle qui organise toute la manœuvre. Faut rien couper, je te dis, mon homme. Tu vas d'abord défaire le nœud pour tout détacher du feuilletage. Moi, par-dessous, je teindrai le José. Ce serait bien un grand dommage, ma foi, qu'une ficelle de chanvre en si bon état. Et voilà de quelle façon, si l'on en croit la chronique, le pauvre José Pacurion fut décroché de sa folie et descendu à pleine place, bien précautionneusement, avant qu'on en vînt à songer à lui enlever sa notoriété sacrée. D'autant que cette bonne carte de chambre, n'ayant subi aucun dommage dans l'affaire, pourrait encore servir par la suite. Voyez les enfants, ce laboureur au milieu du champ, cette femme qui berce son enfant, ces collines qui dessinent notre horizon, tout ça, c'est la France. C'est votre pays, votre patrie. Pour elle, on doit donner sa vie. Pour elle, on doit verser son sang. À l'école de Purgie, le Tio-Tio et le Jacques, c'était deux mon copain. Ils n'aimaient pas bien l'école. Ils aimaient encore moins les chansons patriotiques. Alors, pendant la chanson obligatoire, le Tio-Tio et le Jacques, ils restaient toujours à l'arrière.
Il ne chantait pas. L'instituteur le savait, mais il avait fini par se faire une raison. Il les faisait tout de même entrer en classe avec les autres et s'asseoir à leur place. Mais un matin, pas fait comme les autres, à la fin de la chanson, le maître s'est mis en colère. Tio, toi qui n'as pas chanté, lève-toi et dis-moi quel est ton pays. Monsieur, mon pays, c'est Curgy. Et non, bougre dame, je t'ai demandé ton pays, pas ton village. Enfin, ton pays, c'est... Le Tio regarde le Jacques. Le Jacques regarde le Tio. Et le maître revient à la charge. Bon, toi Jacques qui n'as pas chanté non plus, tu seras peut-être plus réveillé. Lève-toi et dis-moi quel est ton pays. Si mon pays, c'est pas Curgy, alors c'est peut-être ben le Morvan. Et non, bougre dame, je t'ai demandé ton pays, pas ta région. Enfin, ton pays, ta patrie, c'est... la France. Espèce d'ignare. Vous me copierez tous les deux 500 fois sur votre cahier « J'aime la France ». Oh. À 4 heures, comme d'habitude, les gamins ont quitté l'école. Et comme d'habitude, ils ont fait à pied 4 kilomètres pour rentrer chez eux. Et comme d'habitude, ils se sont arrêtés sur les crêtes, en haut de la montée, chez la Francine, joyeux. Elle habitait toute seule, à la croix des 4 chemins. Ça leur faisait une étape à la moitié du trajet. Une brave femme, la mère Francine. Toujours un mot pour consoler. Une petite friandise. Une routier de millet. Elle coupait une bonne tranche de pain. Le vieux pain de d'habitude. Un peu brioché, qui restait frais toute une semaine. Elle claquait par-dessus une louchée de son miel. Le temps de passer ça au four, ça coulait au coin des lèvres, des fois jusque sur la chemise. Mais c'est sûr que ça effaçait la fatigue et les chagrins. Elle leur racontait une histoire, ou deux, et les gamins, ils lui donnaient des nouvelles d'humour. Ce soir-là, elle a bien vu que les pétions n'étaient pas dans leur assiette. Alors, elle a questionné, c'est les Jacques, tout penaud, qui a lâché le morceau. Les questions du maître et la punition, elle a dit. Mais c'est pas vrai qu'aujourd'hui encore on vous apprend des choses pareilles. C'est incroyable. Toutes ces histoires de patrie, de nation, ça n'a jamais rien apporté de bon. Tiens, je me souviens quand mes petits avaient votre âge. J'en avais 3 garçons. Vous savez ce que c'est, les garçons? Ils sont toujours fascinés par les uniformes, les fusils, les canons. Eh bien, ils l'ont vu la guerre. À cette époque, du côté de Curgy, on a entendu le canon. C'étaient les Garibaldi avec leurs chemises rouges. Ils étaient en garnison à Autun. En face, les Prussiens, avec leurs casques à pointe, arrivaient d'Arnay-le-Duc en suivant la ligne de chemin de fer toute neuve. Ils se sont croisés dans les bois de Ravelon, entre Curgy et Dracy. C'était pas de la blague. Quand le canon a tonné, je n'ai même pas eu le temps de me retourner pour savoir ce qui se passait. Les gamins avaient déjà tout compris.
ils étaient partis voir. Ah, ils ont vu. Au milieu du chemin, ils ont trouvé un soldat étendu, mort, déjà raide. C'était un Prussien. Le plus grand, il a dit. Ça fera toujours un boche de moins. Et il lui a donné un coup de pied. Ah, t'es crevé, sale boche. C'est comme ça, les aînés. Ils répètent ce qu'ils entendent dire aux grands. Le deuxième, lui, il a regardé le soldat et il a dit. On parle pas comme ça, un mort. Un boss de moins, ça fait un mort de plus. Le troisième, il a rien dit du tout. Les petits, ça ne pense qu'à jouer. Il avait juste repéré le casque qui avait roulé dans le fossé. Il s'est baissé, il l'a ramassé, il l'a essayé. Vous savez, ces petits casques à pointe qui couvraient juste le dessus de la tête. Ils l'ont examiné de plus près. La pointe, elle se dévisse. Le petit, machinalement, il a dévissé la pointe. Dedans, il y avait un papier. Il a déroulé le papier. C'était une photo. On voyait une jolie femme blonde avec 3 petits hauts sur les genoux et au dos, quelque chose écrit en travers, en prussien. Pas besoin d'être bien calé pour comprendre. Papa, on t'aime, on pense à toi, on t'attend. Alors, le plus gaillard des droits, celui qui avait donné le coup de pied, a dit. Oui, si cette femme-là est aussi malheureuse que ma mère quand le père est mort à la guerre de Crimée, j'aurais mieux aimé que le boche ait eu le temps de se sauver. Voyez les petits hauts, quand vous serez plus grands, vous irez courir le monde. Vous visiterez des pays qu'on ne se doute même pas qu'ils existent. Vous en verrez de toutes les couleurs, mais que les gens soient noirs, qu'ils soient rouges, jaunes, bleus, partout où vous irez, si vous traînez un fusil, on vous jettera des pierres. Prenez plutôt le temps de cueillir quelques fleurs sur le bord du fossé. Les filles vous ouvriront leurs portes, peut-être même leur cœur. Et si les garçons vous payent un canon, celui-là, au moins, il ne vous tuera pas. Ah, la Francine, elle en savait des histoires. Les gamins en étaient tout épargnetés. Bon, c'est pas le tout, mes petits hauts. Mais maintenant, il faut penser à rentrer. La punition, ça va bien vous prendre la moitié de la nuit. Les gamins sont rentrés chez eux en pensant à l'histoire du soldat. En arrivant, ils se sont collés à la punition. En effet, ça leur a pris la moitié de la nuit. 500 fois pour un gamin, ça fait beaucoup. Le lendemain, quand ils sont arrivés à l'école, ils avaient encore les yeux tout rouges. Des heures d'écriture sous la lampe à pétrole. Il manque de sommeil. Pas si rouge que la colère du maître quand il a lu 2 fois, 500 fois sur les cahiers « J'aime la Francine ». J'aime la Francine, 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 j'aime la Francine. Aïe Marie, quand je t'ai pris, yoke, 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 yoke. Aïe Marie, quand je t'ai pris, yoke, t'as monté beau tati. Maintenant ta vieille gounelle, tes tatis touchant ta moelle. Aïe Marie, quand je t'ai pris, yoke, 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 yoke. Aïe Marie, quand je t'ai pris, yoke, t'as monté beau tati.
Les oreilles me grondent. Tire d'envoyer un fauteuil au coin du feu, que je me chauffe un moment. Maigre et long, mal bâti, mais charpenté comme un autre, le vieux Milan n'a guère l'habitude de gêne. Et la toilette en est tout de suite au son cou. Ah, nous voilà, il y a la grippe, mon pauvre homme, il n'y a pas autre chose. Elle court en depuis ce jour. Mais te vite au chaud que je te soigne pendant qu'il est temps. Et de tirer le fauteuil, et d'entasser les oreillers, et de faire chauffer une infusion. Œil éteint, bouche pâteuse, la mine se laisse hurloter. Et le voilà qui se met à somnoler douillettement. Ding, ding, ding. C'est la vieille horloge dans son coin. Le Milan s'agite une minute, puis tout éveillé brusquement. Vin bleu. De vin bleu, ils n'y pensons plus avec cette saloperie de courbature. Faut que je fasse jusqu'en bas chez les Michons. On m'avait dit d'aller y causer à propos du petit cochon qu'on veut me vendre. Ben, il me dit mon capuchon d'Antoinette. Lamentation de la bonne femme. C'est donc une misère. Te pourra-t-il pas tomber les mains? Couvre-te bien, du moins, puis reste pas longtemps sur les chemins. Le vent est mauvais. Emmitouflé jusqu'aux yeux, tout mal d'aplomb sur ses jambes, le Milan s'en va que tout de même. Le temps passe, l'horloge sonne encore. Ding, ding, ding. Inquiète, la toinette va et vient dans la maison. Il ne faut pas plus d'un quart d'heure pour revenir de chez les Michons. D'où Jésus, le Milan a dû chavirer au long d'une bouchure. Voilà qui fait nuit à présent. Allons, faut aller voir. Et d'allumer une lanterne. Mais la toilette entend du bruit sur le chemin. On distingue une voix mal assurée et des paroles confuses sur un air approximatif. Goûtons voir, si le vin est bon. Goûtons voir, oui. Goûtons voir, non. Goûtons voir, si le vin est bon. Le Milan est là, se balançant dans l'encadrement de la porte, enluminé comme un soleil, l'œil égayé, point du tout l'air agonisant. Et la payse entend son homme qui fait son mea culpa. Faut pas m'en vouloir, la toinette. Ben, je vais t'y dire, le Michon, au Beaubaillet de sa goutte, la meilleure de l'eau de vie de sa dernière vendange, de la goutte, qu'il n'y a pas de mieux pour te tuer la grippe. Alors tu vois, j'en ai bevu, et puis j'en ai bevu. C'était La guérison du Milan, texte collecté par Achille Villien. Chevalier De la table ronde, goûtons voir si le vin est bon. Chevalier de la table ronde, goûtons voir si le vin est bon. Goûtons voir, oui, goûtons voir, non. Goûtons voir si le vin est bon. Goûtons voir, oui, goûtons voir, non. Goûtons voir si le vin est bon. Les Boudjans, il habitait les grosses Pardoux. Vous voyez où c'est? Non. le bougnon dessus, le bougnon dessous, la mouille du bout et la tout peu, le gros pardu est juste au milieu.
peux pas te tromper. C'était le dernier paysan du hameau. Vieux garçon, comme on vient des gars de son époque. Travaillait toute la journée et la moitié de la nuit pour payer ses emprunts. Il y a longtemps que ça ne les faisait plus rire. Quand il a compris que les crédits agricoles et la PAC étaient en train de les plumer, il a liquidé tous les cheptels. Veaux, vaches, cochons, poulets, ces 3 poules, ces 4 canards, ces 5 lapins. Il a vendu tout ça. Il a ramassé les sous. Il a pris son baluchon sur l'épaule et il a dit: Tiens, maintenant qu'il est tout mon temps, il m'en va visiter Morvan. Randonnée pédestre, tourisme rural, comment sur les dépliants du bac? Première, il n'y a pas le crédit agricole qui veut empocher Morvandio de continuer son chemin. Marre la moitié du monde, pelote, pelote. Marre la moitié du monde, pelote encore plus. Traduction. J'emmerde la moitié du monde. Puis l'autre, j'emmerde la moitié du monde. Puis l'autre, encore plus. Et il est parti à pied sur les routes du Morvan. Et croyez-moi, il a fait du chemin. Le premier soir, il s'est retrouvé tout près d'un hameau, dans une grande forêt de chênes et de croyants. Il était plein. Il avait laissé tous ses soucis au fond perdu. Il a repéré le plus grand chêne de la forêt. Il s'est couché au pied, la tête posée sur son baluchon, bras écartés, doigts de pied en éventail. Et là, je te garantis qu'il a passé une nuit comme il ne t'avait pas passé depuis des années. Plus de sous, plus de soucis, plus d'emprunts, plus de chagrin. Mais le lendemain matin, à l'aube, il a été réveillé en sursaut par un drôle de bruit. Sacré tonnerre! Il y avait un hélicoptère au-dessus de la forêt qui déversait un gros nuage jaune. À ce moment-là, ils utilisaient les anciens stocks de défoliants de l'armée américaine au Vietnam pour faire crever les vieux arbres et mettre des sapins à la place. Quand le nuage est descendu sur lui, le bout de Jean a dit: C'est pas possible. plus un seul cheveu, plus un poil, plus une moustache, plus rien, complètement défolié. Ma foi, il ne s'est pas démonté. Il a pris son baluchon sur l'épaule et il a dit: Ils ont pensé qu'il veut empocher Morvandio de continuer son chemin. Non, marre la moitié du monde, pelote, pelote. Non, marre la moitié du monde, pelote encore plus. Et il est reparti, à pied. Le lendemain, il arrivait du côté de Mou-en-Morvan, capitale française du sapin de Noël. Il a cherché une belle petite plantation de sapins. Pas de risque d'être défolié dans les sapins. Il s'est couché entre 2 rangées de sapins, la tête posée sur son baluchon, bras écartés, les doigts de pied en éventail. Et là, je te garantis qu'il a passé une nuit comme il n'en avait pas passé depuis des années. Plus de sous, plus de soucis, plus d'emprunts, plus de chagrin. Mais le lendemain matin, à l'aube, il a été réveillé en sursaut par un drôle de bruit. Mon vieux, il y avait un bûcheron dans chaque rang. La
tronçonneuse à la main. Et vas-y que ça coupait. On était pourtant au mois d'août. Mais tu sais que maintenant, les sapins, on les coupe au mois d'août. Ils les envoient à Paris dans des grands frigos. Et quand ils les ressortent au mois de décembre, les sapins ont fini de mûrir. Il y a les boules, les guirlandes et tout le tralala. Comme ça, ils les vendent et 10 fois le prix qu'ils les ont achetés ici. C'est la loi du marché. Alors, le bout de Jean, quand il a vu ça, il a dit C'est pas possible. Il s'est levé du plus vite qu'il a pu, mais pas assez. Ses 2 bras sont restés à ses pieds. Les bûcherons étaient mal réveillés. Ils ne l'avaient pas vu. Pourquoi il ne s'est pas démonté. Il a pris le baluchon sur l'épaule, comme il a pu, il a dit. Je pense que veut empocher, il m'a vendu pour continuer son chemin. La moitié du monde pelote, la moitié du monde pelote encore plus. Et il est reparti à pied. Le 3e jour, il est venu du côté du Mont-Beuvray. Mais cette fois-ci, pas de chêne, pas de sapin. Et il s'est couché sur la chaume, sur la belle prairie du soleil. Là où il n'y a que de l'herbe douce, l'herbe des bosses qui fait la meilleure des litières, mieux qu'un édredon. Quand la nuit est tombée, il régnait là-haut une lumière et un silence résidentiel. Il a écouté les merles chanter la fin du jour, la tête posée sur son baluchon, les doigts de pied en éventail, et là, je te garantis qu'il a passé une nuit comme il n'en avait pas passé depuis des années. Plus de sous, plus de soucis, plus d'emprunt, plus de chagrin. Mais le lendemain matin, à l'aube, il a été réveillé en sursaut par un drôle de bruit. Il y avait des bulldozers qui beuillaient le terrain, de droite, de gauche, des géomètres qui piquetaient la montagne, des gars avec des appareils de mesure. On n'a jamais vraiment su quel chantier pouvait s'ouvrir dans un endroit pareil. Certains journaux ont parlé du trésor des Celtes. D'autres ont dit que c'était des fonctionnaires de la culture qui devaient creuser un grand trou pour enterrer des subventions. Certains ont même fait allusion au tombeau d'un président de la République. Va savoir. Quand il a vu le bulldozer, le bourgeon a pris ses jambes à son cou, mais passe assez vite. Le bulldozer est passé trop près. Ses jambes sont restées à ses pieds. C'est de ce jour-là qu'on appelait les bourgeons. Mais lui, il ne sait pas les monter. Il a pris son baluchon sur l'épaule, comme il a pu, et il a dit. Je pense que veut empocher, il m'a vendu pour continuer son chemin. La moitié du monde pelote, la moitié du monde pelote encore plus. Quand même, depuis ce temps-là, on n'a plus d'une nouvelle de lui. On sait juste qu'il s'est dirigé vers le lac des Sétons. Il voulait sûrement rentrer chez lui, en marchant sur ses gueuses de Varne. Cuisse d'aule, c'est plus précis que le français jambe de bois.
paraît qu'il a traversé la digue du lac la nuit du 31 août, sur le coup de minuit. Ensuite, on n'a plus jamais entendu parler du bout de Jean. Il paraît que depuis ce jour-là, tous les ans, la nuit du 31 août au 1er septembre, il y a une petite voix au fond du lac des Sétons, une petite chanson qui remonte à la surface et qui dit L'emmerde, la moitié du monde, pelote, pelote. L'emmerde, la moitié du monde, pelote encore plus. L'emmerde, la moitié du monde, pelote, pelote. L'emmerde, la moitié du monde, pelote encore plus. Et c'est repris en chœur par toutes les bêtes qui se trouvent autour du lac. Les hérons, les grenouilles, les hochons, les téchons, les sanglés, les bigots, les jouyots, et ça chante, de plus en plus fort, une cacophonie du fond des enfers. Si vous ne me croyez pas, passez donc voir par vous-même. Le 31 août au soir, il ne reste plus une place sur le bord du lac. Des Belges, des Hollandais, des Suisses, des Anglais, des Occitans, des Vendéens. Il en vient quasiment du monde entier. Tous les caravaniers sont pleins, les campings sont pleins, les hôtels, les restaurants. Partout, il y a un monde fou. Barbecue, feu de camp, partout un air de fête. Mais tu repasses le 1er septembre au matin, ils sont tous en train de plier les tentes, ranger les bagages, accrocher la caravane. Ils sont tous pressés de s'en aller. Il paraît que dans les voitures, sur les 4 fils de l'autoroute, tout ce qu'ils rapportent du Morvan, c'est une ritournelle un peu bébête qui leur a quand même fichu une sacrée frousse. La moitié du monde, pelote, pelote. La moitié du monde, pelote encore plus. La moitié du monde, pelote, pelote. La moitié du monde, pelote encore plus. À vous. La moitié du monde, pelote, pelote. La moitié du monde, pelote encore plus. Eh ben, bravo. Merci beaucoup de votre attention. Eh ben, c'est nous qui vous remercions. Il y en aura une prochaine.